Bonjour, notre invité est aujourd'hui le président directeur général de Total, Patrick Pouyanné. Bonjour Patrick Pouyanné. Bonjour. Merci d'être là avec nous, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous évoquiez le président Macron, justement, vous qui voyagez très fréquemment, est-ce que vous croyez que l'élection du président Macron a changé le regard qu'ont les décideurs étrangers, les investisseurs étrangers sur la France, sur le site France? Ça, c'est très clair. Alors ça, c'est même... vous savez, je l'avais dit il y a 4 ans, 4-5 ans, il y avait eu une rupture de confiance vis-à-vis du pays, et notamment par ce malheureux symbole qui était la taxe à 75%. Je me rappelle avoir voyagé d'ailleurs avec des journalistes français, étant passé dans la même semaine d'Arabie Saoudite aux États-Unis. Et à ce moment-là, les gens nous regardaient inquiets en disant « mais où va ce pays? Quel est ce pays qui peut imaginer taxer les gens à 75%, qui après est vu comme un pays conservateur qui ne bouge plus ?» L'élection d'Emmanuel Macron, c'est exactement l'inverse. Alors là, pour le coup, ça a été... En plus, elle est venue dans une séquence de mouvements politiques de repli sur soi, le Brexit, l'élection de Donald Trump qui était plutôt vu comme des mouvements politiques de repli et de fermeture. Cette élection, c'est un saut dans la modernité. Notre pays est à l'avant-garde du fait de l'âge de notre nouveau président, du fait de son discours également, qui est un discours ouvert en fait. C'est ça qui était frappant dans la campagne, puisque finalement cette campagne, je pense d'ailleurs le clivage politique que propose Emmanuel Macron est différent de l'ancien clivage libéralisme-socialisme, je dirais. Il propose plutôt, est-ce qu'on veut une politique d'ouverture, ouverture sur les nouvelles technologies, ouverture sur l'Europe, ouverture sur l'entrepreneuriat, contre un phénomène de repli sur soi. Alors il ne faut pas se tromper, dans cette élection, il y avait près de la moitié des gens qui étaient plutôt sur le repli. Mais c'est le camp de l'ouverture. Donc je pense que de ce point de vue-là, clairement, notre pays, notre site, en termes de compétition, redevient totalement attractif et c'est vraiment un événement... C'est très important parce que ce qui peut relancer le pays, ce qui peut créer des emplois dans notre pays, c'est la confiance. C'est ça d'abord qu'on attend d'un leader politique, c'est créer les conditions de la confiance et on peut considérer qu'aujourd'hui, la façon dont se déroule, de façon étonnante, mais de la façon dont se déroule la séquence politique en France, crée cet élément de confiance à l'extérieur. Et j'espère aussi, et c'est encore plus important, à l'intérieur du pays. Ça donne l'image d'une France qui a envie de se moderniser. Est-ce que c'est trop tôt pour le dire? Vous préférez peut-être être plus prudent, attendre de juger sur pièce une fois que les réformes vont arriver? Le plus dur reste à faire, on dit souvent. Hein. Oui, mais en même temps, il faut, encore une fois, la confiance, il faut l'alimenter. Je pense qu'il est de l'intérêt de tout le monde et d'un groupe comme Total, que je préside. Encore une fois, là, je m'exprime en tant que PDG de Total, pas en tant qu'individu. Vous savez, moi, ce qui m'a frappé dans ces élections, c'est quand même, encore une fois, et dans plusieurs mouvements politiques, c'est ce débat sur la globalisation, ce refus, quelque part. 50% des gens, quasiment, ont voté contre l'économie de marché. Pour un groupe comme le nôtre, qui est un groupe mondial, qui, quelque part, a réussi à tirer parti de cette économie de marché. On fait partie des vainqueurs de la mondialisation. Je pense qu'il faut qu'on trouve les moyens et qu'on apporte des réponses d'ailleurs aux gens qui sont contre. Et donc l'intérêt, c'est que les bonnes volontés soutiennent Emmanuel Macron. Alors effectivement, maintenant, vous avez raison, le plus dur reste à faire. Il faut faire les réformes. Il faut délivrer la performance. Il faut délivrer la performance, comme on dit dans une entreprise. Simplement, la notion d'efficacité politique, c'est pas la même que l'efficacité économique. C'est parfois plus compliqué parce qu'il y a des opposants, il faut en tenir compte. Mais ce que j'espère maintenant, c'est compte tenu de ce mouvement de fond et du soutien important que le président aura à l'Assemblée, c'est que les réformes s'engagent vraiment. Réformes sur le travail, réformes sur Justement, la fiscalité. quelle est la réforme la plus urgente, selon vous, qu'il doit mettre en œuvre le président Macron pour finalement rendre plus attractif le site France? Quelle est la réforme économique? Il n'y en a pas une, parce que s'il y en avait une, elle aurait été faite depuis longtemps. Je pense que c'est un sujet complexe. Moi, je pense que le fléau du pays, c'est que les jeunes n'ont pas de travail. Il faut redonner du travail aux jeunes. Il faut tout faire absolument pour redonner du travail aux jeunes. Alors, il y a plusieurs leviers. Un des leviers, c'est sans doute le droit du travail, qui est trop compliqué, on le sait, qui quelque part bloque les entrepreneurs. Moi, il y a une mesure qui n'est pas dans le débat politique actuellement, mais je suis toujours frappé de cette statistique qui dit qu'il y a 3 fois plus d'entreprises en France qui ont 49 personnes que celles qui en ont 50. C'est la question des seuils. Ça m'interpelle. Je ne suis pas sûr d'ailleurs sur cette question-là qu'il faudrait passer de 50 à 200, mais peut-être de 50 à 70, 80. Déjà, si toutes ces entreprises créaient 10 à 20 emplois, ça pourrait libérer des emplois dans le pays. Ce n'est pas la priorité, pardon, du président Macron, ce n'est pas dans le programme. Encore une fois, le programme du président Macron, il avait l'avantage, c'est que contrairement aux élections précédentes, il n'y a pas une série de mesures, je dirais. On ne va pas pouvoir tiquer, vous ne pourrez pas le faire, vous journalistes. Il y avait plutôt des concepts. L'un des concepts, c'est tout faire pour faire reculer le chômage dans ce pays. Je pense qu'il faut tout faire. Bon, il y a d'autres mesures qui sont proposées aux partenaires sociaux. Et encore une fois, donc ça, c'est un plan. Moi, je pense que de toute manière, ce qui est essentiel sur ce sujet du travail, c'est trouver les moyens
que le travail, il faut bien évidemment des systèmes de protection, mais il faut que les gens soient plus incités à travailler qu'à rester chez eux. C'est pas une critique ce que je veux dire, il faut pas mal le prendre, mais je veux dire, parce que les gens peuvent avoir des problèmes dans la vie, le marché du travail n'est pas complètement ouvert, mais je pense qu'il est très important que la valeur travail soit reconnue dans ce pays comme étant la première valeur. Et cela, ça veut dire continuer à faire des réformes et faire en sorte notamment que le travail qui est, je dirais, le moins rémunéré, le travail au niveau du SMIC, soit libéré de charges, etc., de façon à inciter à ce qu'on crée du travail. Patrick Pouyanné, j'aimerais qu'on parle du pétrole de manière encore plus précise, puisque c'est un sujet que vous connaissez bien, une matière première que vous affectionnez. Il y a une évidence, il y a trop de pétrole aujourd'hui sur le marché. Quand on voit les stocks, ils restent pléthoriques, ils ont du mal à se réduire. C'est pour ça que l'OPEP avait décidé de reconduire cette baisse donc de production de 1,8 million de barils le jour, reconduite sur 9 mois. Sauf que, pardon, mais je parle à l'expert, le résultat est quand même discutable quand on voit un peu ce qui se passe. On est revenu dans la zone des 45 $, un petit peu plus que 45 $. Est-ce qu'on peut oser dire que l'OPEP a perdu un peu la main? Vous allez me dire que non, parce que vous avez des intérêts communs. Hein. Non, mais attendez, n'allez pas trop vite là. Il faut arrêter faut pas regarder l'écran tous les matins. Vous le faites pourtant, vous le faites, regarder l'écran tous les matins. Je regarde, mais je veux dire, vous auriez tiré, on se serait vu il y a un mois, le prix était à 55, vous auriez dit l'OPEP a eu raison. Donc il faut faire un peu attention. Je pense qu'il y a une volatilité dans ce marché, vous l'avez dit, mais on sort de 3 années, 2014, 2015, 2016, pendant lesquelles la production était supérieure à la demande. Donc on a augmenté ses stocks. C'est pas parce qu'on décide le 15 novembre 2016 qu'on va réduire sa production qu'il y a un effet immédiat. Le plein effet des réductions de l'OPEP, il est seulement depuis le mois d'avril. Et puis je vous rappelle, enfin ça, pour les experts, puisque je suis censé être l'expert ici, c'est pendant l'été que la demande de pétrole augmente. C'est pas pendant l'hiver. Ce qu'on appelle la driving season, le fait qu'on utilise exactement. la clim. Donc quand on dit que sur une année, la croissance de la demande de pétrole va être de 1,3 à 1,4 million de barils par jour, ça se passe dans la deuxième moitié de l'année. Ça ne se passe pas la première moitié de l'année. Donc vous allez voir. On va voir ce qu'on va voir. Oui, vous allez voir. Et puis d'ailleurs, au même moment, vous savez, nous, les grosses affaires de maintenance qu'on travaille offshore, on les fait pendant l'été. Donc vous allez voir que les stocks vont baisser dans les trimestres qui viennent, dans les 2 trimestres qui viennent. D'ailleurs, je l'avais dit dès le mois de janvier devant le ministre saoudien qui m'avait dit qu'il ne faut pas dire ça trop vite, mais je lui avais dit qu'il faudrait continuer à maintenir les quotas de l'OPEP en 17 et en 18, de mon point de vue. Alors, après, est-ce que c'est suffisant ? Je crois que, encore une fois, vous pouvez dire que c'est revenu à 46, mais l'année dernière, le prix du pétrole est tombé à 28 $. Et pour tous ces pays pétroliers, c'était clairement beaucoup trop bas. Donc, moi, je suis gré à l'OPEP d'avoir réussi à mettre en place. Vous n'auriez pas souhaité, pardon, je vous coupe, qu'ils aillent plus loin, que l'OPEP aille plus loin, en réduisant plus. C'est trop court, encore une fois. Ils ont besoin de recul. Par ailleurs, cet accord est historique. Il a aussi associé la Russie, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Donc, il y a un vrai effort qui est fait. Et en plus, contrairement aux accords précédents, c'est respecté. Les baisses sont respectées. Les baisses sont respectées. Parce que communiquer en ne respectant pas, ça aurait pu faire peut-être les marchés à court terme, mais les marchés suivant tous les chiffres, ça n'aurait pas eu d'impact réel. Moi, je pense qu'il faut juste un peu garder de constance. Bon, il est vrai qu'au même moment où il y a eu des événements contraires à la coupe de l'OPEP, c'est le fait que la Libye, et ça on peut s'en réjouir, produit plus, ça veut dire que la situation se stabilise un peu en Libye. Le Nigeria aussi. Nigeria, 100 000 barils, vous avez eu un peu là en Libye de 300 000 barils. Et puis côté américain, les Américains, on y revient. Il y a cet inconnu, Patrick Pouyanné, cet inconnu sur le pétrole de schiste américain. Cet indice que dit horizon 18 mois, il pourrait produire 1 500 000 barils de plus par jour. Ça annule complètement la baisse de l'OPEP. Ça annule, mais attendez, c'est pas les producteurs américains. Oui, mais enfin en même temps, vous allez voir à 45 $, c'est moins bon pour eux que 55 $. Donc parce que l'écosystème américain est extrêmement réactif, extrêmement sensible au prix. Mais les appareils de forage, ils forent des nouveaux puits de pétrole au Texas où ils s'arrêtent en fonction du prix du brut. Donc là, si le prix retombe à 45 $, vous aurez moins d'activité. Je pense que c'est un système dynamique. Je ne suis pas étonné il y a toujours un temps long dans ces mondes-là, parce qu'encore une fois, pendant qu'on parle et pendant que l'OPEP coupe, il y a aussi d'autres phénomènes, c'est que des sociétés comme les nôtres, qui ont investi énormément dans les années 12, 13, 14, tous ces projets ils rentrent en production en ce moment. C'est Total, nous prévalons d'avoir une croissance de notre production de 14% au cours des 2 dernières années et 4% de plus cette année. Je ne participe pas vraiment de ce point de vue-là au fait, parce que j'ai des projets que j'ai lancés, que j'ai investis, et qui doivent rentrer en production.
tout ça, ça prend un peu de temps. Mais vous allez voir que ça va se stabiliser. Bon, et juste, vous parliez du pétrole sous 30 $, c'était depuis début 2016. Est-ce que certaines nuits, vous avez du mal à trouver le sommeil, hein, Patrick Pouyanné? Ah non, j'ai pas de mal parce que j'ai pas Vous de mal dormez pour peu, une parce autre que vous raison. dormez peu. Non, je dors très bien. La seule chose qui m'empêche de dormir, c'est le risque d'accident majeur. Je le dis souvent dans l'entreprise parce que ça, c'est quelque chose qui peut avoir des conséquences très fortes pour une entreprise. C'est le talon d'Achille d'une entreprise comme la nôtre. Non, le prix du pétrole, d'abord, pourquoi je dors bien, c'est que chez Total, on a beaucoup travaillé. Depuis 2014, énormément travaillé pour réduire notre point mort, c'est-à-dire le prix du brut qui, quelque part, me permet de couvrir mes investissements. Et payer aussi les dividendes. Et les dividendes. Et ce prix du brut, il est maintenant, pour couvrir les investissements, il est à 40 $. Pour couvrir investissements et dividendes complets, si je le verse en cash, il est à 60 $. Et on continue à baisser ces points morts. Donc, je sais qu'on peut faire face à un prix du pétrole, à cette volatilité. Donc, je sais pouvoir faire confiance à l'ensemble des équipes de Total pour continuer à faire les efforts nécessaires. Bon, le prix du pétrole, l'idéal pour tout le monde, pour les producteurs, pour les consommateurs, c'est 50, 60 $. On dit Il toujours ça. n'y a pas d'idéal, là. On est trop, encore une fois, c'est des écrans qui nous pilotent. Je pense que le prix du pétrole, il est volatile. C'est une matière première. Pour une raison simple. Quand le prix, quel que soit le prix, dit stable, le système va s'adapter parce qu'on veut tous investir. Ce qu'on veut tous dans une entreprise, dans ce monde-là, c'est créer de nouveaux projets. Pourquoi on doit investir d'ailleurs? Parce que la demande de pétrole augmente. Il y a dans cette planète, sur cette planète, des tas de... vous avez 7 milliards d'habitants, vous avez 1,5 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'énergie, qui ont besoin d'avoir accès à l'énergie. Donc la demande est croissante. Pour que cette demande soit croissante, il faut qu'on investisse. Donc, quel que soit le prix soi-disant stable, les entreprises vont s'organiser, vont toutes vouloir investir, et quand on investit trop, à ce moment-là, on va avoir un prix qui va baisser, et puis quand le prix est trop bas, on n'investit pas assez, et le prix va remonter. C'est pour ça aussi que j'ai du mal à vous dire qu'elle va être prise demain matin, mais je suis convaincu qu'à horizon 2020, comme ça fait 3 années de suite où les investissements dans des nouveaux projets sont extrêmement faibles, on va manquer. C'est ce que dit l'agence de l'énergie. Ils nous disent horizon 2020 avec le sous-investissement, c'est ce que vous dites. Hein. On va vers une pénurie, on va vers un choc pétrolier. Mais je partage tout à fait cet avis. Et ça, c'est... C'est votre intérêt de le dire. Hein. Non, c'est pas mon intérêt de le dire. Parce que mon intérêt de le dire, c'est... je n'ai pas de raison de mentir. Vous savez, la crédibilité d'un chef d'entreprise, c'est aussi qu'à la fin, les choses se réalisent. Et soit capable de délivrer, comme vous l'avez dit, délivrer une performance. Non, je crois que ça fait 3 années de suite. Et ça continue cette année 2017, où il n'y a pas de vrais projets nouveaux qui sont lancés dans le monde du pétrole. Et pourquoi je dis que si à la fin ça se fera, c'est que, et les gens ont du mal à le comprendre, c'est qu'un gisement de pétrole, il y a un déclin naturel. Au fur et à mesure qu'on produit des gisements pétroliers mondiaux, l'année suivante, on produira moins si on ne fait rien que l'année précédente. Parce qu'on produit du pétrole, il y a une baisse de pression dans les gisements, donc on produit moins. Et en gros, c'est 3% par an. Si vous prenez 3% par an, ça fait 3 millions de barils par jour. Vous ajoutez 1% de demande en plus, qui est faible, aujourd'hui on est plus haut, vous avez 4 millions. En 5 ans, ça fait 20 millions de barils par jour. Il faut qu'ils viennent 20 millions de barils par jour, c'est 2 fois l'Arabie Saoudite. Il faut que l'industrie pétrolière... 2 fois les Américains. 2 fois la Russie. Il faut que sur une période de 5 ans, on investisse dans 2 fois la capacité... Mais c'est parce qu'on voit les investissements sont en recul année après année. Ils sont en recul. Donc à un moment, alors ça simplement, ça ne se voit pas tout de suite, parce que ces investissements-là, ou ce non-investissement-là, il produit ses effets dans 3-4 ans. Donc on prépare la pénurie de demain avec le sous-investissement d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il y a des cycles dans le monde, dans une matière première. Il y a des cycles, parce que quand le prix est trop bas, on n'a pas assez d'argent pour investir, à ce moment-là, on prépare, mais simplement, il y a un délai de 3 à 4 ans pour réaliser les impacts de ces non-décisions d'investissement. Le point mort de Total a été abaissé, vous l'avez dit, à 40 $, ça c'est votre œuvre. 2,8 milliards d'euros de bénéfices au premier trimestre pour Total. Résultat supérieur aux prévisions des analystes. Est-ce que vous êtes convaincu de surprendre encore positivement les analystes au deuxième trimestre ? J'espère les surprendre toute l'année. Vous savez, tout le monde travaille là-dessus. D'ailleurs, l'année dernière, nous les avons tous surpris puisque nous sommes devenus, et l'ensemble des équipes de Total en sont très fiers, nous sommes devenus le pétrolier le plus rentable que Exxon et que Shell. Et on a eu même des résultats qui étaient les deuxièmes résultats parmi les grands majors pétroliers. Donc on peut être fier qu'une entreprise comme la nôtre arrive à faire. Alors pourquoi ? C'est pas moi, vous savez, c'est d'abord les équipes du groupe, c'est aussi notre portefeuille d'activité. Il y a 3 ingrédients. Bon, d'abord on a une croissance en ce moment, qui est le résultat des investissements qu'on a fait. Ça c'est le premier point. Ensuite, on fait des économies. Vous savez, 4 milliards d'euros d'économies sur 4 ans entre 2014 et 2018. Vous avez dit Total à la diète, dis donc.
Non, pas Total à la diète parce que Sans plan social. sans plan social, bien évidemment, oui, ça c'est très important, et je vais revenir là-dessus. Non, en fait, on a surtout considéré qu'on était une entreprise extrêmement riche, ce qui était vrai, ça on le savait, et qu'il y avait des moyens de serrer les boulons. Et surtout, encore une fois, ce sont les équipes qui ont mis ces plans en œuvre. Et je veux vous dire, vous pouvez venir chez Total, je suis prêt à vous inviter. On n'est pas une entreprise pauvre non plus aujourd'hui, parce qu'on vit dans un monde du pétrole qui manipule beaucoup d'argent. L'autre point qui est remarquable, d'ailleurs, qui est une des fondamentaux qui a fait qu'on a résisté, c'est qu'on est une entreprise qui ne fait pas que produire, mais aussi on raffine, on transforme, on distribue. Donc on est sur toute la chaîne de valeur. Pétrole. Et l'argent que j'ai pu perdre côté production, je n'en ai regagné une partie derrière. Donc Total est une entreprise qui a remarquablement résisté. Donc confiant, pardon, sur le deuxième trimestre, confiant. Oui, bien sûr, je suis confiant sur le deuxième trimestre, je suis confiant pour l'année. Je sais que ces fondamentaux sont là. Encore une fois, dans un monde de matières premières, industrielles que nous sommes, je ne contrôle pas le prix auquel je vends mes produits. Le marché est indépendant de ce que je fais. Je ne contrôle pas le prix du pétrole. Je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Le pouvoir de la parole, mais pas de pouvoir. Par contre, je contrôle mes opérations. Et ce que nous avons fait, c'est simplement mobiliser l'ensemble de l'entreprise en disant, bon, les temps sont peut-être difficiles, mais nous devons nous mobiliser tous pour tirer la meilleure partie de nos actifs, pour réduire nos dépenses et faire en sorte de traverser ces temps difficiles. Et on en sort meilleur, puisque notre bilan est même en train de se renforcer. Donc c'est revenir à des fondamentaux, être excellent sur ce que nous contrôlons. C'est ça notre mission dans une entreprise de matières premières. Bon, pour les actionnaires, le dividende est en hausse depuis 10 ans, le rendement de l'action Total est élevé, 5% quasiment. C'est une machine à cash Total pour ces actionnaires. Est-ce que, selon vous, d'ailleurs, question en plus, est-ce que ce rendement de 5%, est-ce qu'il vous semble être durable ? Écoutez, parce qu'il l'est par le passé. Le dividende n'a pas baissé chez Total depuis 1982. Donc il y a une constance dans les patrons successifs, c'est qu'on se passe un relais avec l'idée que cette entreprise doit continuer à maintenir, voire augmenter son dividende. Même avec un pétrole à 45 $? Oui, ben même à, parce que à 45 $, ben à 45 $, on a introduit le dividende en action pour pouvoir maintenir le dividende, mais je vois que les actionnaires ont l'air de l'aimer, puisque plus de 60% d'entre eux nous font confiance et le prennent en action. Il y a une petite décote. Une petite décote qui est réduite, qui est maintenant de 5%. Non mais oui, il est durable. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur une trajectoire de croissance. Nous allons faire croître nos productions de 2014 à 2020 de, en moyenne, 4% par an. Si je fais croître mes productions, je génère plus de cash flow. Alors, après, il y a une volatilité. Ce qui est pour ça que, quelque part, il faut aussi que... Mais ce rendement de 5% est bon. Enfin, le rendement, il est bon parce que l'action pourrait être un petit peu plus élevée aussi. Vous savez, ce qui compte pour l'actionnaire, à la fin, c'est la somme du dividende et du cours de l'action. Ouais. C'est ce qu'on appelle le total shareholder return. Et sur ce paramètre-là, je l'ai encore montré à l'Assemblée générale des actionnaires, eh bien, il valait mieux investir en 2014 dans une action Total que dans le baril de pétrole, parce que notre TSR est positif quand le baril de pétrole, lui, s'est effondré. Donc, comme quoi on crée de la valeur, ce qui est l'essentiel, il valait aussi mieux d'ailleurs investir sur Total que sur mes concurrents. Donc, je pense que soyons clairs, nous avons une entreprise qui a été créée avec les fusions Total et le final aux années 2000 par Thierry Desmarais, poursuivi par Christophe de Margerie, qui est une entreprise extrêmement solide, qui est capable de générer des cash flows importants et qui continuera régulièrement à faire croître son dividende. Donc moi j'encourage, puisque j'en profite, les Français, les Européens, à être actionnaires de notre entreprise. Bon, 35% justement de hausse du cours boursier sur 5 ans, on est aux alentours de 47 €. Est-ce que vous êtes correctement valorisé ? Est-ce que vous êtes satisfait, Patrick Pouyanné, par ce cours boursier ? Non, je ne suis pas satisfait. Je pense que l'action, notre entreprise vaut à une valeur supérieure. Bon, on est lié en partie au prix du pétrole, mais en même temps, j'ai considéré, on peut voir que ce cours, finalement, il n'a pas beaucoup bougé par rapport à ce qu'il était avant la crise du pétrole, ce qui prouve que le marché reconnaît les efforts que nous faisons. Mais non, je pense qu'il y a un fort potentiel d'appréciation. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le pense seulement, puisque si vous regardez la moyenne des recommandations, elle est plutôt à 53, 54 € aujourd'hui, sachant que vous avez 70% des analystes sont à l'achat sur Total, 30% sont neutres et personne n'est à la vente. Donc vous voyez, c'est une entreprise qui non seulement verse un bon rendement, mais qui en plus est capable d'avoir un potentiel d'appréciation important. Et ça, les fondamentaux sont là et nous le démontrerons. Alors, vous êtes un groupe Total dans l'énergie. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez racheté, c'était en 2016, le distributeur d'électricité et de gaz, l'Empiris, société belge. Est-ce qu'on peut imaginer un jour, Total, vous me voyez venir, vendre en France directement aux particuliers français du gaz, de l'électricité, aller marcher sur les plates-bandes d'Engie et d'EDF? C'est de la science-fiction ou est-ce que c'est pour après-demain? Non, c'est pas de la science-fiction, c'est la réalité, puisque l'Empiris, la société, le fait. En France? En France, elle le fait en France. Avec la marque Total, mais attendez, l'Empiris le fait en France sous la marque l'Empiris avec 500 000 clients.
Elle a même gagné un appel d'offres qu'avait lancé Que Choisir, où elle a récupéré 200 000 clients. Elle vend du gaz et de l'électricité. Ben, oui, nous travaillons aujourd'hui pour voir sous quelle marque nous allons continuer en France. Ça pourrait être Total? Ça pourrait être Total, ce qui serait assez naturel. Les Français connaissent Total. Je veux dire, on a fait un sondage d'ailleurs intéressant auprès des consommateurs français, leur demandant de mettre un rang aux diverses compagnies qui distribuent du gaz et de l'électricité. Total apparaît parmi les 3 premiers, alors que nous ne le faisons pas. Comme quoi la réputation de notre entreprise est assez forte en France. Donc c'est une question que nous nous posons légitimement. Donc on peut imaginer un jour acheter de l'électricité, du gaz Total. J'espère bien. Et pourquoi d'ailleurs? Pourquoi nous voulons faire ça? C'est parce qu'on est un grand acteur du gaz, on le produit, et c'est encore la même chose que ce que j'ai décrit sur la chaîne de valeur. Nous voulons être sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Donc sur le gaz, nous le produisons, nous le liquéfions, nous le transportons, nous voulons le vendre. Nous le vendons déjà en Europe à des acteurs industriels et commerciaux. Nous sommes numéro 1 en Grande-Bretagne, nous sommes parmi les 3 premiers en Europe de la vente de gaz industriel et commercial sur l'Europe de l'Ouest. Eh bien, pourquoi pas le vendre aux particuliers? Donc, ce n'est pas le même business. Il y a des grands acteurs, mais il y a aussi la volonté de concurrence et d'ouverture. Donc, à la fin, ça pourra être bon pour les clients s'il y a un peu plus de concurrence dans ce segment-là. Allez, Patrick Pouyanné, dernière question à présent. Question plus personnelle, même si dans le cadre, évidemment, de votre mandat de président de Total. Vous êtes l'un des présidents du CAC 40 les plus globetrotters, toujours entre 2 avions, je me suis renseigné, entre le Gabon, le Qatar, la Chine, les États-Unis. Comment est-ce qu'on gère son temps quand on en a si peu? C'est une excellente question, parce que c'est une des questions les plus importantes pour un PDG, qui est à quoi allouons-nous notre temps? Le temps est rare. On doit dormir comme les autres, on prend des congés comme les autres, bien évidemment, parce qu'il faut aussi se reposer. Et donc, c'est où est la valeur ajoutée que je peux avoir? Et donc, je partage mon temps, effectivement, entre 2 grandes activités. L'une qui est diriger les instances du groupe, que sont le conseil d'administration, le comité exécutif, c'est-à-dire prendre les décisions d'allocation du capital, c'est voir comment le groupe est organisé. Mais je dirais après, la mise en œuvre est faite par mes collègues, par les équipes, et je leur fais totalement confiance là-dessus. Et puis après, il y a représenter le groupe à l'étranger dans les pays producteurs. Et il se trouve que dans le pétrole, nous travaillons sur les droits souverains des États. Et donc, dès qu'on parle de matières premières, au Gabon, au Qatar, en Iran, en Russie, pour les États dans lesquels nous sommes, c'est un sujet de souveraineté. Donc, connaître leurs partenaires et connaître le patron de leurs partenaires, être capable d'établir des relations avec les responsables de ces divers pays, ça fait partie de la mission du patron de Total, du PDG de Total. C'est d'ailleurs pour ça que le conseil d'administration avait décidé de me donner les titres de PDG. Parce que pour ces pays-là, nous sommes un acteur majeur. Et donc, ce n'est pas simplement une organisation, c'est aussi, vous savez, le business, c'est aussi des relations entre des personnes, des hommes et des femmes qui se rencontrent, qui doivent s'entendre, on établit des relations. Donc voilà pourquoi, indépendamment de mon goût pour les voyages, vous savez, je suis souvent effectivement à l'étranger parce que je suis là pour soutenir les divers développement des nouveaux business, des nouveaux deals que peuvent faire les équipes de Total. Et pour décompresser en avion, qu'est-ce que vous faites quand vous avez quelques minutes pour vous? Quelques heures plutôt, d'ailleurs. Comme tout le monde, vous savez, je dors ou j'écoute de la musique ou bien je travaille. Mais je travaille souvent dans les avions parce que c'est assez pratique. Bon, voilà. Merci à vous. Merci d'avoir été notre invité. Patrick Pouyanné, donc président directeur général de Total. Merci. Merci.